Sous le soleil brûlant de Ouagadougou, la place de la Révolution vibrait d'une énergie chaotique. Les vendeurs criaient par-dessus le rythme entêtant des tambours traditionnels, tandis que la foule grossissait, portée par l'anticipation. Ce jour-là n'était pas comme les autres. Des murmures de confrontation et de changement flottaient dans l'air. Au centre de cette effervescence se tenait Pello Lumumba, un intellectuel vieillissant mais toujours défiant, renommé à travers le continent pour sa rhétorique panafricaine intrépide. Ses yeux perçants traversaient la brume, portant le poids de décennies de lutte contre le néocolonialisme et la trahison. Mais aujourd'hui, ces mots allaient faire bien plus qu'éveiller les consciences. Ils allaient provoquer des réactions puissantes. Dans les coulisses du pouvoir, Ibrahim Traoré observait. À seulement 35 ans, il était passé des rangs de l'armée à la tête du Burkina Faso grâce à un coup d'État qui avait stupéfié le monde. Son objectif était clair: libérer sa nation de l'influence étrangère et tracer une nouvelle voie pour l'Afrique, une voie d'indépendance, d'unité et d'autosuffisance. Pourtant, tout le monde n'accueillait pas sa vision avec enthousiasme. Certains le saluaient comme un libérateur. D'autres, notamment parmi l'élite, murmuraient des accusations d'autoritarisme et d'imprudence. Mariama Diallo, journaliste d'investigation chevronnée, se frayait un chemin à travers la foule avec une aisance professionnelle. Elle ne couvrait pas simplement un discours, elle poursuivait un moment qui pourrait bien définir le prochain chapitre de l'histoire africaine. Son enregistreur était posé près du podium, son cœur battant à tout rompre. Quoi que Lumumba dise aujourd'hui, murmura-t-elle pour elle-même, cela pourrait allumer un feu que nous ne pourrons plus éteindre. Non loin de là, le général Kaboré se tenait parmi d'autres officiers, son visage impassible. Il respectait le courage de Traoré, mais les enjeux l'inquiétaient. Remplaçons-nous simplement un maître par un autre, se demanda-t-il à voix haute, ses yeux scrutant la foule agitée. Sa loyauté ne faisait aucun doute, mais son espoir s'amenuisait. En coulisses, Karim Diallo, vétéran de la diplomatie, s'efforçait déjà de limiter les dégâts. La rupture de Traoré avec l'Occident, combinée à la rhétorique enflammée de Lumumba, avait ébranlé de potentiels alliés. Le défi de Karim était monumental: bâtir un pont entre deux idéologies aussi radicales qu'orgueilleuses, chacune tirant dans une direction opposée. La tension bourdonnait dans l'air, semblable à de l'électricité statique, lorsque Lumumba s'avança vers le podium. La foule tomba dans un silence expectant. Même les tambours cessèrent de battre, comme si la terre elle-même retenait son souffle. « Mes frères et sœurs », commença Lumumba, sa voix profonde, lente et délibérée, « aujourd'hui, nous faisons face à un choix. Allons-nous nous tenir debout en souverains ou vivre en pantins suspendus aux ficelles étrangères ?» Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Certains dans l'audience poussèrent des exclamations. D'autres acclamèrent avec ferveur. Mais ce qui suivit secoua même les plus sceptiques. « J'ai autrefois craint ce jeune homme derrière moi », déclara Lumumba en se tournant pour désigner Ibrahim Traoré. « J'ai craint sa jeunesse, son audace, sa guerre contre la domination occidentale. Mais aujourd'hui, je vois plus clair. » On murmure par Kourut la foule. Traoré n'est pas seulement un soldat. Il n'est pas seulement un président. Il est un miroir, reflétant une vérité que beaucoup d'entre nous ont refusé de voir. L'unité, la dignité et la nouvelle monnaie africaine, oui, notre propre monnaie, non dictée par des banques étrangères, ne sont pas un fantasme. Elles sont une nécessité. Les exclamations se muèrent en un silence stupéfait. Même les conseillers de Traoré échangèrent des regards déconcertés. Étaient-ce des louanges? Lumumba poursuivit. Nous l'avons critiqué pour avoir rompu avec l'Occident, pour avoir refusé l'aide conditionnelle et les prêts toxiques. Mais nous avons oublié, un homme qui refuse de mendier n'est pas dangereux, il est libre. Traoré, immobile et silencieux, serra les poings, non pas par colère, mais par émotion. Une émotion rare. Pendant si longtemps, il avait été vilipendé, traité de radical, de rebelle sans vision. Mais désormais, les paroles d'un intellectuel légendaire donnaient de la légitimité à sa vision. La nouvelle monnaie africaine, déclara Lumumba avec fermeté, n'est pas seulement une affaire de pièces et de billets. C'est une question de contrôle. Le contrôle de nos ressources, de notre commerce, de notre avenir. Le rêve de Traoré n'est pas le sien seul,
il est le nôtre à revendiquer. La foule explosa. Des acclamations jaillirent de tous les coins de la place. Des femmes pleuraient. Des hommes s'enlaçaient. Pendant un instant, les divisions habituelles, tribales, politiques, générationnelles, se dissipèrent dans une vague de fierté commune. Et lorsque Lumumba termina son discours par un salut à l'unité africaine et à l'autosuffisance africaine, le silence qui suivit avait quelque chose de sacré. Plus tard, dans l'enceinte présidentielle, Traoré rencontra Karim Diallo. « Je ne m'y attendais pas », avoua-t-il, encore sous le choc. « Moi non plus », répondit Karim. « Mais désormais, tu portes une responsabilité plus lourde que jamais. » En effet, le soutien inattendu de Lumumba changea la donne. La nouvelle du discours se répandit comme une traînée de poudre à travers toute l'Afrique. Au Sénégal, de jeunes militants peignirent des fresques représentant Traoré et Lumumba se serrant la main. Au Ghana, des professeurs réécrivirent leurs cours pour y inclure la déclaration de Ouagadougou. En Afrique du Sud, des banques locales commencèrent à discuter de cadres monétaires interafricains, s'inspirant directement du concept de la nouvelle monnaie africaine. Ce n'était plus seulement un rêve burkinabé. C'était en train de devenir un appel continental. Les ambassadeurs occidentaux, ébranlés et incertains, commencèrent à envoyer des évaluations révisées. Traoré n'est plus isolé, lisait-on dans un mémo. Il est en train de devenir un symbole. Et les symboles sont plus difficiles à vaincre que des armées. Dans les semaines suivantes, Traoré redoubla d'efforts en matière d'investissements locaux, énergies renouvelables, coopératives agricoles communautaires et accords commerciaux régionaux sans surveillance occidentale. Son audace, autrefois critiquée, devenait désormais contagieuse. D'autres dirigeants commencèrent à l'imiter, discrètement d'abord, puis avec une confiance croissante. L'Union africaine, autrefois fracturée et minée par l'hésitation, retrouva un nouvel élan. Les appels à l'autosuffisance africaine dominèrent les réunions politiques. Les mouvements de jeunesse éclatèrent d'une énergie nouvelle, chantant non plus des chansons d'exil ou de protestation, mais de retour, de reconstruction, d'élévation. Tout avait commencé par une incompréhension. Cela avait grandi par la confrontation. Et cela se terminait, non, cela recommençait par une vision partagée. Une vision où Ibrahim Traoré, désormais perçu non plus seulement comme un soldat ou un rebelle, mais comme un leader de la renaissance d'un continent, s'imposait. Un leader qui, contre toute attente, prouva que croire en l'Afrique n'avait jamais été une erreur, seulement un rêve retardé. Les applaudissements résonnèrent, forts et puissants, mais ils n'étaient pas unanimes. Si beaucoup sur la place acclamaient le discours enflammé de Lumumba, d'autres, mal à l'aise, se tortillaient, troublés par l'intensité de son ton. Mariama Diallo, toujours postée près du podium avec son enregistreur, observait toute la scène avec l'œil aguerri d'une journaliste. Elle le sentait dans la foule. Ses blessures n'étaient pas seulement politiques. Elles étaient historiques, générationnelles, profondément personnelles. Il verse de l'huile sur un feu qui n'a jamais vraiment été éteint, murmura-t-elle en griffonnant furieusement dans son carnet. Dans les coulisses, Ibrahim Traoré se tenait dans l'ombre, le visage impassible comme taillé dans la pierre. Aucune émotion ne transparaissait, mais à l'intérieur, la pression montait. Lumumba avait exprimé une vérité qu'on ne pouvait nier, mais elle était enveloppée dans la confrontation, telle une dague dissimulée dans un discours. Ce n'est pas qu'un discours, murmura Traoré pour lui-même. C'est une guerre des récits. Son cercle rapproché s'était déjà mis en mouvement, préparant une réponse, une déclaration publique, peut-être même un changement de politique pour contrer l'impact des accusations de Lumumba. Traoré ne pouvait permettre qu'un seul discours vienne ébranler la structure fragile qu'il avait mis des mois à construire. Son ascension au pouvoir avait été soudaine, controversée, mais nécessaire. Il ne se voyait pas comme un dictateur, mais comme un chirurgien, opérant à cœur ouvert pour retirer une infection étrangère. Pourtant, même dans ses propres rangs, le doute commençait à s'insinuer. Le général Kaboré, officier loyal mais pragmatique, se tenait dans un coin, visiblement inquiet. Il respectait Traoré. Il avait combattu à ses côtés, avait saigné avec lui. Mais maintenant, en entendant les accusations de Lumumba sur le néocolonialisme, les promesses trahies,
et le risque de répéter les erreurs du passé, il sentit un poids écraser sa poitrine. Si nous commençons à douter de notre propre révolution maintenant, murmura-t-il à un autre soldat, nous risquons de perdre plus que le pouvoir. Nous risquons de perdre notre raison d'être. Pendant ce temps, Karim Diallo, toujours le diplomate, faisait ce qu'il savait faire de mieux, tenter de préserver la paix. Il avait servi sous 3 gouvernements, survécu à 2 coups d'État et négocié des accords de paix en pleine guerre civile. Mais cette fois-ci, cette guerre idéologique entre 2 titans africains semblait plus périlleuse que toutes les balles tirées. Nous n'avons pas besoin de confrontation, dit-il à l'un de ses assistants. Nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'une voie à suivre. Mais la foule n'attendait pas la clarté. La voix de Lumumba tonna de nouveau. Vous ne nous libérez pas du colonialisme, vous l'échangez contre un néocolonialisme sous un nouveau masque. Une vague de cris étouffés et de murmures en colère traversa la place. Ces mots étaient audacieux, peut-être trop. Certains applaudirent, d'autres huèrent. L'air devint lourd. Les détracteurs de Traoré se sentirent enhardis. Ses partisans, eux, se sentirent attaqués. La place, autrefois électrisée par l'espoir, vibrait désormais d'une tension palpable. À la fin du discours, la foule commença à se disperser, mais les répliques continuèrent longtemps après. Les débats s'enflammèrent dans les rues, dans les cafés, sous les arbres. À la radio et sur les réseaux sociaux, les discussions explosèrent. Les mots « néocolonialisme »,« unité africaine » et « autosuffisance » devinrent des tendances majeures aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Quelque chose avait été libéré. Mariama, remontant les rues poussiéreuses, son enregistreur toujours serré dans sa main, ne parvenait pas à se débarrasser d'un sentiment persistant. Ce n'est plus seulement de la politique. Songe à TL. C'est une affaire d'armes. C'est le futur même de l'identité africaine qui est en jeu. Dans l'intimité de sa salle de guerre, Traoré était réuni avec ses conseillers les plus proches. La mâchoire serrée, la voix basse mais déterminée, il déclara « Nous ne pouvons pas nous permettre de paraître faibles. Nous devons réaffirmer notre position. Nous ne sommes pas des marionnettes de l'Occident. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre continent. » Ces paroles furent accueillies par des hochements de tête, mais pas par tout le monde. Le général Kaboré resta silencieux. Sa loyauté n'avait pas vacillé, mais sa conviction avait été ébranlée. Tandis qu'il observait les cartes stratégiques épinglées au mur, il murmura pour lui-même. Ignorer les avertissements de Lumumba serait une erreur fatale. Si nous ne confrontons pas les failles de notre vision, nous perdrons le soutien de notre propre peuple. Karim Diallo, quant à lui, se hâta d'organiser une réunion informelle. Il rassembla des représentants des 2 camps, les partisans de Lumumba et le cercle rapproché de Traoré. C'était une initiative risquée, mais il croyait encore que le dialogue pouvait éviter l'effondrement. Nous devons trouver un terrain d'entente, plaida-t-il lors de la réunion. L'unité africaine ne peut pas se construire sur la division. Notre peuple ne se soucie pas de qui gagne un débat. Il veut des résultats, de la dignité et de l'indépendance. Cependant, aucun des 2 camps ne se montra prompt à céder. Lumumba, malgré les critiques, resta inflexible. J'ai semé l'inconfort parce que le confort a tué notre esprit, expliqua-t-il aux participants. Nos dirigeants doivent être tenus responsables, même s'ils portent nos couleurs. Mais quelque chose avait changé. Quelques jours plus tard, dans une allocution nationale surprise, Ibrahim Traoré s'adressa à la nation. Non pas par la riposte, mais par un acte de réajustement. Lumumba avait raison sur un point, déclara-t-il calmement. Nous ne devons jamais laisser le pouvoir nous aveugler face à la souffrance de notre peuple. Notre révolution n'est pas seulement politique, elle doit être aussi économique, culturelle et spirituelle. Il annonça une série de réformes, un audit public des contrats étrangers, un plan accéléré pour remplacer le franc CFA par la nouvelle monnaie africaine, ainsi qu'une initiative continentale pour la souveraineté alimentaire et énergétique. La salle sombra dans un silence total. Le pays retint son souffle. Puis, les applaudissements éclatèrent. Tous n'étaient pas convaincus. Tous n'accordaient pas leur confiance. Mais pour la première fois depuis des mois, l'espoir refit surface dans les conversations. À travers le continent,
les critiques de Lumumba le qualifièrent désormais de provocateur nécessaire. Les détracteurs de Traoré commencèrent à le voir non plus comme un militaire brutal, mais comme un homme capable d'adaptation et de croissance. L'expression « autosuffisance africaine » ne sonnait plus comme un rêve, elle résonnait comme une destination. Peut-être que le feu allumé par Lumumba n'était pas destiné à incendier la maison de Traoré, mais à forger l'acier de son leadership. En fin de compte, il ne s'agissait pas de savoir qui criait le plus fort, mais qui écoutait le plus profondément. Et du creuset de cette confrontation idéologique émergea une nouvelle voix, non celle de Lumumba, ni celle de Traoré, mais celle de l'Afrique. Une voix qui parlait d'unité, de dignité et d'un avenir enfin défini par les Africains eux-mêmes. Je ne peux pas rester silencieux face aux décisions qui compromettent notre souveraineté, déclara Lumumba à Mariama Diallo lors d'une interview brève mais électrique. Sa conviction était inébranlable, gravée dans sa voix comme la pierre dans le marbre. Pourtant, à chaque déclaration audacieuse, il semblait éloigné de potentiels alliés. À Ouagadougou, les tensions montaient d'heure en heure, et des rumeurs de confrontation directe entre Lumumba et le président Ibrahim Traoré tourbillonnaient comme une tempête en saison sèche. L'air de la ville était saturé d'incertitude, quelque chose se préparait, et chacun pouvait le ressentir. Mariama Madi Diallo, toujours aussi perspicace, préparait un article explosif. Elle savait que son reportage pouvait déclencher un débat national. Chaque mot qu'elle écrivait pesait lourd, et elle en mesurait toute la responsabilité. La place de la Révolution, autrefois simple lieu de rassemblement, était devenue l'épicentre de l'affrontement idéologique. Les manifestants affluaient, brandissant des pancartes qui reprenaient la rhétorique de Lumumba. Souveraineté ou soumission? Pouvait-on lire en lettres rouges éclatantes? Ce n'était pas seulement un slogan, c'était un défi. Les partisans de Lumumba s'opposaient verbalement aux fidèles de Traoré. Une tension pesante s'abattait sur les rues. Il aurait suffi d'un faux pas, d'une étincelle, pour faire voler la paix civile en éclats. Conscient de la gravité de la situation, Traoré prit une décision décisive. Il convoqua une conférence de presse nationale au siège du gouvernement. Les flashs crépitèrent. Les journalistes se penchèrent, suspendus à ses lèvres. Avec un calme militaire et un regard déterminé, il s'adressa à la nation. « Nous ne reculerons pas », déclara-t-il d'une voix ferme, ni face aux pressions extérieures, ni face aux menaces internes. Le Burkina Faso appartient à son peuple, non aux créanciers étrangers, ni aux idéologues sans plan d'application. Certains applaudirent sa détermination. D'autres n'y virent qu'arrogance. Au cœur de la foule, Mariama Diallo écrivait fébrilement, capturant ce basculement du ton public. Un président sur la défensive. Une population déchirée entre deux visions. Pendant ce temps, Karim Diallo s'activait en coulisses, orchestrant une rencontre secrète entre Lumumba et des représentants du gouvernement de Traoré. La pièce où ils se retrouvèrent était sombre, l'air chargé de tension. Dès le début, il était clair, ce ne serait pas un dialogue courtois. Vous jouez avec notre avenir, lança Lumumba en frappant du poing sur la table. Vous formez des alliances stratégiques sans consulter le peuple. Vous brandissez des drapeaux d'indépendance, tout en manœuvrant dans le secret. Les généraux de Traoré répondirent avec une colère contenue. Vous êtes aveuglés par votre idéologie, aboya l'un d'eux. Nous construisons de véritables systèmes agriculture, défense locale, réforme financière. Et vous, Lumumba, que construisez-vous? Des discours? Le général Kaboré, jusque-là silencieux et réservé, exprima publiquement son doute pour la première fois. Si nous continuons à ignorer les peurs du peuple, avertit-il les partisans de Traoré, nous perdrons le soutien pour lequel nous avons tant saigné. La pièce sombra dans un silence tendu. Lumumba le perçut. Ces mots avaient porté. Mais désormais, il faisait saigner ses propres alliés. Plus tard ce soir-là, dans un moment d'intimité avec Karim, Lumumba confessa quelque chose d'inattendu. Peut-être ai-je été trop dur, dit-il en détournant le regard. Mais il fallait que quelqu'un le dise. Cet aveu, discret, personnel, profondément humain, marqua un tournant. Le philosophe incendiaire apercevait désormais les limites de la confrontation. Son message n'était pas erroné.
Mais sa manière de le porteur était devenue un obstacle. Au même moment, Ibrahim Traoré, seul dans son bureau, faisait glisser ses doigts sur une grande carte de l'Afrique épinglée au mur. Son regard s'attarda sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Ses pensées vagabondèrent. « Il est peut-être temps de repenser notre approche », murmura-t-il. Il n'était pas faible. Il ne capitulait pas. Mais il comprenait qu'un changement était devenu nécessaire. Le conflit atteignait son paroxysme. Le peuple n'attendait pas une victoire, ni une défaite, il attendait une résolution. Il attendait de l'espoir. C'est alors que cela arriva. Après des semaines de guerre idéologique, de malentendus et de tensions croissantes, Lumumba et Traoré acceptèrent enfin de se rencontrer en face à face. Pas de général, pas de conseiller, de stewhams, de spectateurs retenant leur souffle. Ils se retrouvèrent sous le ciel ouvert. Pas de podium, pas de microphone, juste une conversation. Les chuchotements se turent, laissant place au silence. Même les oiseaux semblèrent suspendre leur chant. Lumumba parla le premier. Je t'ai défié parce que je craignais ce que tu étais en train de devenir. Traoré acquiesca, sans expression demure et impenetrable. Et j'ai résisté à tes paroles, répondit-il, parce que je craignais qu'elles ne détruisent ce que nous avions construit. Puis survint un moment que personne n'avait anticipé. Lumumba tendit la main. Peut-être que le problème n'est pas ta vision, dit-il, peut-être que c'est notre incapacité à la construire ensemble. Traoré hésita un instant. Puis il saisit fermement la main tendue. Dans ce cas, construisons-la correctement. Une Afrique unie. Une Afrique avec sa propre monnaie. Sa propre voix. Son propre avenir. La folie éclata. Non pas dans le chaos, mais dans l'émerveillement. En ce seul geste, le récit se transforma. De la rivalité naquit une alliance. De la méfiance surgit l'unité. Ce moment resterait gravé dans l'histoire. Dans les semaines qui suivirent, des groupes de travail conjoints furent établis. Des forums économiques furent lancés pour discuter du cadre de la nouvelle monnaie africaine. Les programmes agricoles et d'infrastructures furent fusionnés sous une seule bannière, autosuffisance africaine maintenant. L'Union africaine, autrefois sceptique, apporta officiellement son soutien. Et Mariama Diallo, son article, intitulé « De la division à la dignité », comment Traoré et Lumumba ont redéfini l'unité africaine, devint viral en 3 langues en moins de 48 heures. Même le général Kaboré, autrefois rempli de doutes, devint l'un des principaux conseillers en matière de réforme. Karim Diallo fut nommé médiateur en chef pour les programmes d'intégration interafricaine. Quelque chose de nouveau était né. Pas seulement une trêve politique mais un modèle. Un modèle montrant comment des dirigeants africains pouvaient s'opposer, se défier, s'affronter et malgré tout revenir à la table des discussions pour servir leur peuple. Tout avait commencé par un malentendu. Cela avait dégénéré en confrontation. Mais au final, ce fut un tournant. Non seulement pour le Burkina Faso, pour l'Afrique. Et le monde entier regardait. Lumumba reconnut finalement que son approche confrontante avait peut-être été trop loin. Pourtant, en croisant le regard d'Ibrahim Traoré, sa voix resta ferme. Nous ne pouvons pas échanger un système d'oppression contre un autre, dit-il. Ces mots n'étaient plus une accusation, mais une supplique, un rappel de la responsabilité que les deux hommes partageaient dans la construction de l'avenir de l'Afrique. Face à lui, Traoré acquiesça lentement. Le poids du leadership pesait lourdement sur ses épaules. Certaines de nos décisions stratégiques doivent être reconsidérées, admit-il. Surtout celles qui affectent directement notre peuple. Ce n'était pas une concession de défaite, mais de sagesse, marquant le début d'un dialogue sincère entre deux esprits puissants. Karim Diallo observa l'échange avec un soulagement prudent. Son instinct diplomatique lui soufflait que cette rencontre, bien que brève, pourrait bouleverser le paysage politique de la région. Le dialogue, murmura-t-il à Mariama Diallo, debout à ses côtés, est toujours la voie à suivre. Mariama, documentant chaque mot, chaque geste, savait qu'elle assistait à un moment historique. Sa plume filait sur les pages de son carnet, capturant une scène qui deviendrait un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'unité panafricaine tout entière. Non loin de là, le général Kaboré se tenait en silence, mais en soutien derrière Traoré.
La transformation qui se déroulait sous ses yeux ne lui échappa pas. Lui qui avait autrefois craint la rhétorique de Lumumba voyait désormais la légitimité de ses préoccupations. « Nous devons écouter notre peuple », déclara-t-il plus tard lors d'une réunion privée du Conseil militaire. Pour la première fois, ses collègues ne contestèrent pas ses paroles. Ils acquiescèrent. Le changement de position de Kaboré marqua un tournant subtil mais puissant au sein de la direction militaire. Un espace petit mais vital s'ouvrit pour la réforme, la transparence et l'implication civique. La structure de commandement, autrefois rigide, montrait désormais des signes de souplesse. De retour à son bureau cette nuit-là, Mariama relut ses notes. Elle intitula son article « Le choix entre division et unité, une nation à la croisée des chemins ». Dans sa réflexion, elle captura l'impact émotionnel des dernières heures, la confrontation, l'hésitation, et enfin, la poignée de main qui changea tout. Oui, la poignée de main. À la fin de la rencontre, Lumumba et Traoré se levèrent. Ils se regardèrent, non plus comme des rivaux, mais comme des Africains unis par le devoir. Leurs mains se joignirent dans une étreinte ferme, inébranlable. Ce geste, capté par les caméras et diffusé à travers le continent, devint le symbole de quelque chose de bien plus grand que la réconciliation. Ce fut le signal que deux visions pouvaient coexister et même converger pour le bien d'une nation. La foule, d'abord hésitante, éclata en applaudissements prudents. Ce n'était pas un tumulte, ni une euphorie, mais cela portait quelque chose de plus profond, l'espoir. Oui, l'avenir restait incertain. Oui, la route à parcourir serait ardue. Mais quelque chose avait changé dans l'âme du Burkina Faso. Dans les jours qui suivirent, la place de la Révolution ne vit plus de manifestations violentes, mais des rassemblements tranquilles de discussion. Les citoyens s'assirent en cercle, débattant de souveraineté, de leadership et de ce que l'autosuffisance pouvait réellement signifier dans leur vie quotidienne. Les échos des paroles de Lumumba et Traoré résonnaient encore. Les gens commencèrent à poser de nouvelles questions, non seulement sur la politique, mais sur le sens de leur engagement. L'article de Mariama se répandit comme une traînée de poudre, cité dans les salles de classe universitaires de Bamako à Dakar, partagé sur les réseaux sociaux de la diaspora africaine. Elle y soulignait l'importance du dialogue, non comme un signe de faiblesse, mais comme un acte révolutionnaire. Lorsque les dirigeants écoutent, écrivit-elle, ils redonnent le pouvoir au peuple. Karim Diallo poursuivit aussi son travail avec une détermination tranquille. Il organisa des réunions avec des conseillers économiques, des leaders communautaires et même des observateurs internationaux. Sa mission était simple. Faire en sorte que les promesses faites ne restent pas de simples paroles, mais deviennent des réalités. L'avenir dépend de nous, déclara-t-il à un groupe de diplomates en visite. Nous devons transformer le dialogue en coopération, les discours en politique, les rêves en infrastructure. Karim devint un symbole de la nouvelle diplomatie africaine ferme, visionnaire, mais profondément ancrée dans le tissu populaire. Pendant ce temps, le général Kaboré prit des mesures pour réformer la structure interne du gouvernement militaire. Il exigea une plus grande transparence dans la prise de décision, ouvrit des canaux de consultation civile et milita pour une gouvernance participative. Sa posture inspira une vague de réformes similaires dans les provinces, où les gouverneurs commencèrent à organiser des assemblées publiques ouvertes. Mais le changement le plus visible vint du président Traoré lui-même. Dans un geste audacieux, Traoré annonça une initiative économique nationale fondée sur la nouvelle monnaie africaine, une devise locale adossée à l'or, soutenue par des accords commerciaux régionaux et un fonds commun établi entre les pays voisins du Sahel. Ce n'était pas simplement une politique économique. C'était une déclaration d'indépendance après des siècles de dépendance financière. L'Afrique, déclara Traoré lors d'un discours, ne se laissera plus dicter ce qu'elle peut se permettre. Nous définirons notre propre valeur. Ceci est notre argent, notre avenir. Son plan, élaboré en partenariat avec des économistes et des organisations panafricaines, jetait les bases d'un système autosuffisant, une vision dans laquelle le Burkina Faso ne se contenterait plus d'exporter des matières premières, mais deviendrait aussi un exportateur d'innovation, un créateur de valeur, et non plus un simple fournisseur de main-d'œuvre. L'image de Traoré, autrefois controversée, commença à évoluer.
Il n'était plus seulement le soldat ayant pris le pouvoir, il devenait un homme d'État capable d'écouter, d'évoluer et de diriger. Quant à Lumumba, il devint conseiller au sein du nouveau gouvernement, chargé de superviser les réformes éducatives et les initiatives de préservation culturelle. Sa voix, autrefois trop tranchante pour la diplomatie, servait désormais de boussole pour la conscience nationale. Ensemble, ils incarnaient une vérité rare. La force ne réside pas dans le fait de faire taire la dissidence, mais dans la capacité à l'embrasser pour trouver une meilleure voie. Le Burkina Faso faisait encore face à de nombreux défis, crise climatique, menaces sécuritaires, scepticisme international. Mais il disposait enfin de quelque chose qui lui avait longtemps manqué, l'unité. Une unité forgée non pas dans la peur, mais dans le courage, point non pas dans la domination, mais dans le dialogue. Et au cœur de cette transformation se trouvaient deux hommes, Traoré et Lumumba, qui montrèrent à l'Afrique que le leadership ne consiste pas à marcher seul, mais à avancer, ensemble. Dans les jours qui suivirent l'historique poignée de main à la place de la Révolution, une nouvelle énergie balaya le Burkina Faso. L'air n'était plus saturé d'hostilité, mais chargé de possibilités. Les décisions stratégiques continuaient d'être débattues derrière des portes closes. Mais pour la première fois, le peuple sentait qu'il avait voix au chapitre. Le général Kaboré, longtemps partagé entre loyauté et doute, trouva un nouveau souffle dans son rôle. Lors d'une interview avec un média local, il déclara « Nous devons écouter notre peuple et agir en son nom ». Ces paroles résonnèrent aussi bien dans les cercles militaires que civils. Ce qui autrefois n'était chuchoté qu'en privé était désormais affirmé haut et fort. La souveraineté ne signifiait pas seulement défier l'influence étrangère, mais aussi écouter la voix intérieure du peuple sur lequel la nation reposait. La popularité croissante de Kaboré était le signe que la réforme n'était pas seulement possible, elle était exigée. Lumumba, toujours le feu sacré de l'intellect panafricain, avait lui aussi évolué. Toujours engagé dans sa cause, il adoptait désormais une posture plus nuancée. La critique est vitale, dit-il à Mariama Diallo au cours d'une conversation informelle sur un toit. Mais le dialogue l'est tout autant. J'ai appris que nous pouvions être fermes sans perdre notre empathie. Son ton avait changé. Non pas adouci, mais mûri. Il ne parlait plus seulement pour rallier, mais pour rassembler. Cette transformation ne passa pas inaperçue. À travers le continent, les forums de jeunesse panafricaine citèrent l'évolution de Lumumba comme modèle d'un militantisme moderne, fondé sur des principes, mais aussi sur le pragmatisme. Ses arêtes vives étaient toujours là, mais désormais tempérées par la compréhension, par les leçons d'un combat qui avait failli lui faire perdre l'occasion de bâtir quelque chose de plus grand que sa propre voix. Ibrahim Traoré, lui aussi, avait changé. Le président qui autrefois faisait face au monde avec les poings serrés et des réponses tranchantes adoptait désormais une approche plus réfléchie. Il entreprit de réévaluer les alliances du Burkina Faso, non par cynisme, mais avec lucidité. « Nous ne pouvons pas avancer seuls », déclara-t-il lors d'une allocution nationale télévisée, mais nous ne pouvons pas non plus nous permettre de dépendre entièrement des autres. La véritable souveraineté n'est pas l'isolement, c'est l'équilibre. Les applaudissements furent modérés, mais sincères. La poignée de main qui suivit, ferme et symbolique, fut bien plus qu'un geste politique. Ce fut le début d'un processus de guérison nationale. Dès ce jour, le débat changea. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait raison, mais de trouver comment avancer, ensemble.